Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre retour sur le Reims PSG du week-end. On s'était quitté hier soir sur la performance de Fabian Ruiz en numéro 6 à la place d'Ugarte qui lui n'est même pas sorti du banc. On disait de Ruiz qu'il a été le meilleur parisien pour se sortir du pressing, ou du moins qu'il est celui qui l'a le moins subi, malgré une petite erreur avec Gigio Donnarumma en première mi-temps. Il a été très propre techniquement. Avec ballon, il a su orienter, ne pas flancher face aux vagues rémoises, même s'il conservera toujours sa forme de nonchalance, dans le fait qu'il fasse parfois la touche de trop, des mouvements un petit peu au ralenti, et qu'il mette pas assez de verticalité dans ses passes. Bien sûr, dans ses conduites de balle, c'est pareil, nonchalance, les changements de rythme. On va pas les demander à Fabian Ruiz, et sans ballon, notons aussi le fait qu'il se place très très bien sur les premières relances. Ça, c'est une grosse différence avec Ugarte, un gros manque chez le milieu uruguayen. Et justement, dans le débat avec les deux, j'ouvrais une question qui pour moi devient de plus en plus légitime, à savoir la titularisation de Fabian Ruiz à la place d'Ugarte. C'est une question qui, en Ligue 1 sur les derniers matchs, a été à moitié tranchée par Luis Enrique, puisque Ruiz a été préféré à Manuel Ugarte sur les derniers matchs. Ce sera le cas, je pense, après la trêve internationale contre Monaco, pour des raisons logistiques, parce qu'Ugarte va revenir d'Amérique du Sud, parce qu'il va peut-être aussi plus jouer que Fabian Ruiz avec sa sélection. Mais après, on enchaînera sur le match contre Newcastle. Pourquoi pas se poser la question en Ligue des Champions pour résister au pressing, sortir les ballons plus proprement, parce que il y a des choses, en fait, dans le match samedi qui nous montrent que c'est une vraie option pour Luis Enrique. Pourquoi quand Fabian Ruiz est sur le terrain, nos défenseurs centraux cherchent beaucoup plus l'axe. Avec Ugarte, contre Milan, ça a été flagrant puisqu'Ugarte n'a pas touché beaucoup de ballons sur les premières relances. Tu préfères sauter le milieu, partir sur les ailes, plutôt que lui donner le ballon. Là, contre Reims, tu as une équipe, un adversaire, bien sûr, moins bon que le Milan AC. Reims, c'est une équipe qui a des défauts individuels et qui surperforme parce que collectivement, tu as un très très bon entraîneur. Mais leur pressing était très bien imprimé, c'était un pressing beaucoup plus intense que celui de Milan plus tôt dans la semaine, parce qu'en plus, Milan, par rapport au match aller, avait décidé de moins presser à San Siro. Et malgré ça, on a touché Fabian Ruiz très souvent dans l'axe. En témoigne cette erreur avec Gigio Donnarumma. J'ai pas beaucoup d'images d'Ugarte qui est cherché directement par son gardien, comme ça, de manière très axiale. Et c'est quelque chose qu'on reproche à l'équipe de Luis Enrique, jouer avec ce fameux U qui est limite caricatural par moment, qui vise à chercher obligatoirement les ailes. Le problème, c'est que Lucas Hernandez n'est pas très responsabilisé. Achraf Hakimi, dès qu'il a un, deux joueurs qui le cadrent bien, il va souvent paniquer, jeter des ballons. Et puis nos défenseurs centraux, bon, eux, on compte même plus sur eux, parce que pour allonger et tout ça, c'est très compliqué, même si Skriniar, en seconde mi-temps, comme on l'a dit samedi, est très bon avec ballon. Donc voilà, Fabian Ruiz recherché dans les circuits de passe. Je pense que pour Luis Enrique, c'est une option crédible dans cette dimension-là, en fait. Il se dit, Fabian Ruiz, techniquement, est bien meilleur que Manuel Ugarte, donc je peux travailler des circuits de passe un petit peu plus axiaux, et si ça marche, il pourrait réfléchir à une titularisation à la place d'Ugarte. Maintenant, attention, ça ne changera pas tout. Comme je disais, Fabian Ruiz reste un joueur assez nonchalant avec ballon pour faire des passes, pour le garder, mais aussi sans ballon. Évidemment, à la perte de balle, on n'oublie pas les capacités de contre-presseur de Manuel Ugarte qui joue pour lui. Fabian Ruiz ne dictera jamais le tempo de l'équipe. Voilà. De manière plus globale, pour parler du joueur, j'ai la conviction profonde que ce sera jamais un titulaire régulier en fait dans une équipe comme le PSG parce que voilà, c'est un joueur beaucoup trop intermittent. Ça, c'est un avis tranché que j'ai. Je le vois pas titulaire, tu vois, sur une période de plus de 2 ou 3 mois, tu vois, parce qu'il replongera toujours. Et à l'échelle d'un match, en fait, déjà à l'échelle des matchs, il replonge
ces matchs, même s'ils sont consistants ces derniers temps, il y a des moments où tu le vois un petit peu moins, voilà, où il imprime moins de rythme. Hein. Ugarte, c'était le cas aussi, hein, quand il était en pleine bourre au début de saison, mais c'était un peu moins marqué, tu vois. Par exemple, la seconde mi-temps contre Lyon début septembre, Ugarte est moins bon, peut-être parce qu'il accuse le coup physiquement aussi, mais de l'autre côté, en première, il est vraiment sur une surperformance absolue. Fabian Ruiz, on n'est pas trop là-dedans. Hein. Il n'y a pas vraiment de surperformance, il y a de la performance et aussi un petit peu de sous-performance sans pour autant coûter ce que coûte Ugarte à son équipe. Bon. Et puis surtout aussi contre Milan plutôt dans la semaine, on a quand même Fabian Ruiz qui est rentré assez tôt dans le match. On rappelle qu'avec les arrêts de jeu de 7 minutes je crois, les Ruiz, les Gonzalo Ramos ont joué quasiment une mi-temps en fait en Ligue des Champions contre Milan. Et surtout contre un Milan qui n'était pas celui de la première mi-temps. Les joueurs en face accusaient le coup. Loftus-Cheek, à partir de la 65e, il accuse le coup physiquement. Et pourtant, Fabian Ruiz, même si bien évidemment il n'est pas pire que Manuel Ugarte, ce qui était difficile à faire ce soir-là, je vous l'accorde, il fait pas pour autant bien mieux, tu vois, il transcende pas l'équipe à 100%, comme quasiment tous les entrants, à part Likanguin, sur le match contre Milan. Et Barcola à moindre mesure, puisqu'il rentre quand même très très tard, et il a peu de ballons, du coup, exploitables. Donc voilà un petit peu concernant Fabian Ruiz et Manuel Ugarte. Pour moi, cette question est tout à fait légitime, et c'est sur cette question de l'axe, en fait, que je suis content en fait. C'est là-dessus que c'est le plus gros argument que Fabian Ruiz a, même si je ne tranche pas entre les deux pour l'instant, parce que Fabian Ruiz, j'ai quand même aussi le souvenir de sa saison passée très compliquée, et comme je l'ai dit, j'ai la conviction profonde que titulaire permanent, j'y crois pas. J'y crois pas en sa capacité à être régulier. Zahir Emery. Alors Zahir Emery ce week-end, en première mi-temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Zahir Emery aussi dépassé. Voilà, avec ballon, il en a perdu, il n'a pas réussi à construire le jeu de l'équipe, à faire ses percées qu'il fait habituellement, qui déséquilibrent l'adversaire, qui font reculer le bloc et qui emmènent le ballon devant. Parce que évidemment, dans le jeu axial, c'est quasiment le seul joueur qui réussit à faire progresser le ballon. Par la conduite, pas par la passe. Et ça va être un axe de progression pour lui qu'on va ouvrir très très prochainement. Donc en première mi-temps, dépassé. Voilà, au duel, ne résiste pas. Mais en seconde, évidemment, il se reprend. Et encore une fois, ce match montre que Zahir Emery est un joueur qui avant tout a le mental, la sérénité, le caractère pour ne pas flancher. À la mi-temps, il revient, il a de bien meilleures intentions et il réussit quelques percées. Il a même une occasion en toute fin de match, même si le ballon dévisse complètement le cadre. Il y a aussi quelques renversements qui sont plutôt bien sentis et puis athlétiquement, il rejoue enfin sur ses qualités, à savoir rester debout au duel et ne pas tomber, ne pas perdre les ballons. Donc ça, c'est le bon point de son match samedi, même si on n'oublie pas sa mauvaise première mi-temps, où il ne surnage pas dans une équipe qui peine, face au temps fort rémois. Et en seconde, voilà, dans des conditions un petit peu plus préférables, il a le caractère qui suit et ça fait une bonne mi-temps. Là, pour la trêve internationale, il est sélectionné en bleu, donc ça fait très plaisir. On a hâte de voir quelle musique il va choisir pour son bisutage. Et on est aussi content parce que, alors il a pris le numéro 8, mais normalement, il devrait pas beaucoup jouer, hein, ou du moins moins jouer qu'avec les espoirs de Thierry Henry sur les dernières trêves internationales. Donc c'est tout bénef pour nous, hein, il va découvrir le château, il est très content, il va prendre de la confiance. Les entraînements aussi, hein, les entraînements seront plus relevés, hein, évidemment, les entraînements avec les A, c'est pas ceux avec les espoirs. Il va jouer avec des joueurs quand même qui sont aux quatre coins de l'Europe et qui jouent dans les meilleures équipes tous les jours à l'entraînement, donc ça c'est vraiment cool. Et en match, voilà, il va pouvoir aussi se reposer un petit peu, plus que s'il n'avait joué avec les espoirs. Donc vraiment, c'est tout bénef pour nous en tant que supporters parisiens. Hein. Je parle en tant que supporter. Pour lui, on est évidemment très content. Et je pense qu'il aura du temps de jeu quand même. Hein. Je pense qu'il rentrera quand même. Et ça se trouve, je me trompe complètement. Mais vu l'état du milieu que Didier a sélectionné, déjà tu dis passer de Kanté, Pogba, Griezmann à ça fait un peu mal.
Et tu te dis aussi peut-être que Zaïre Emery sera titulaire sur l'un des deux matchs en fait. Peut-être que je me trompe complètement. Bon bref, dans tous les cas c'est mon ressenti actuellement et c'est le ressenti que j'ai eu au moment de son appel en équipe de France. Passons à Ousmane Dembélé. Dembélé qui marque toujours pas, mais ça ne le touche pas. On le ressent dans les interviews qu'il a données. Ça y est, il a enfin parlé depuis son transfert. Là. Il a donné des interviews à Loïc Tandy et Bertrand Latour. Et il reste quand même sur 3 bons matchs. 3 bons matchs. Après donc Strasbourg et Milan qui avaient été très compliqués sur le retour de la dernière trêve internationale qui, pareil, avait été compliqué pour lui avec les Bleus. Il avait même eu une alerte physique à ce moment-là. Mais depuis, il s'est très bien repris. Il fait bon, contre Brest une entrée pas bonne, mais Montpellier-Milan et ce week-end Reims, c'est quand même des bons matchs pour lui, où il y a beaucoup moins de déchets que d'habitude, et surtout samedi en fait. Moi, c'est ce que je retiens du match de Dembélé contre Reims. Déjà, évidemment, il a été encore une fois très responsabilisé et le premier but d'Mbappé, encore une fois, c'est un but pour Luis Enrique. C'est marrant parce que le deuxième, ça repart de la défense, ça traverse tout le terrain, c'est évident que c'est un but pour l'entraîneur parce que c'est des circuits parce que tu travailles. Bon, le troisième, c'est un peu plus une contre-attaque, donc là, un peu moins. Mais le premier aussi, en fait. Parce que le premier, c'est Dembélé qui fait la différence dans le jeu et Mbappé qui finit. Je pense que c'est l'idée de jeu de Luis Enrique, en fait. Tu vois, c'est vraiment axé sur Dembélé pour faire les différences et se garder Mbappé dans la surface. Parce que c'est notre attaquant le plus létal, tout simplement. Les autres, c'est très compliqué et on y viendra. Donc samedi, Dembélé ne réussit pas tout non plus, mais il délivre une belle passe décisive. Bon, j'ai quelques doutes sur la volonté derrière ce centre très très haut, très bien repris par Mbappé. C'est le genre de passe décisive qui est à mettre, disons, au crédit du buteur plus que le passeur, parce que à moins qu'il veuille réellement mettre ce centre sur Mbappé, j'en doute quand même. Moi, je vais plus sur la piste d'un centre qui, comme d'habitude, finissait au troisième poteau avec Dembélé. Mais voilà, ça fait quand même une action de grande classe. Comme il y en a eu d'autres avec Dembélé, des petits ponts, des changements de rythme. Je l'ai trouvé beaucoup mieux dans sa tête, comme je disais, le fait de ne pas marquer, il s'entête pas avec ça, et puis surtout avec le ballon, en fait, il savait quoi en faire, et ça donnait des actions beaucoup plus claires, pas lisibles pour l'adversaire, mais claires pour nous, parce que il avait la lucidité jusqu'au bout, il avait des repères, et pourtant, ça n'allait pas de soi, parce qu'on n'avait pas le 11 titulaire, il était aux côtés de Carlos Soler, et pas Achraf Hakimi. Faire un bon match sans Hakimi, voilà, c'est à noter aussi pour Ousmane Dembélé, tu vois. Même si en deuxième mi-temps, avec Carlos Soler, il a réussi à se connecter aussi. Donc ça fait plaisir aussi. Et dans les relances aussi, il a pas mal décroché. J'ai bien aimé son apport en première mi-temps, parce qu'il était sur le côté de Zaïre Emery qui flanchait complètement. Il a réussi quand même à ressortir quelques ballons intéressants en fait sur ce côté droit. Alors c'est sûr que Soler n'allait pas le faire, mais au final c'est lui, il a pris ses responsabilités en fait. Soler était là, on ne pouvait pas lui en demander tant. Zaïre Emery flanchait, Ousmane Dembélé a décroché, est allé faire quelques petits dribbles, des conduites de balles sur 30-40 mètres qui ressortent le ballon, des feintes de corps aussi, parce que ça c'est un outil très présent dans sa palette, et qu'il maîtrise très bien, qui fait que d'ailleurs aussi parfois il oublie le ballon, il part avec son corps mais sans le ballon, mais ça c'est autre chose, et on l'a pas vu samedi, donc on est très content. Défensivement pareil, beaucoup d'efforts pour se replier, il a enclenché des pressings encore une fois, je le répète, mais pas vraiment suivi, le PSG presse de moins en moins, donc tout ça c'est plutôt bon, vraiment, j'ai bien aimé le match de Ousmane, un joueur que j'apprécie parce que voilà, il y a toujours des choses à dire, il y a toujours des choses en fait dans son match, même si bien sûr là l'objectif ce sera vraiment de marquer. Alors il a eu une occasion samedi qui fuit un petit peu le cadre, mais globalement il ne s'entête pas à vouloir tirer. C'est quelqu'un qui bien sûr fait jouer ses partenaires. Et je crois d'ailleurs qu'il est très haut dans le classement des passeurs en Ligue 1, si ce n'est le meilleur passeur. Donc ça fait plaisir aussi. Alors après, les classements, c'est comme Mbappé au classement des buteurs, quoi. Quand tu vois les mecs qui sont derrière lui, ça donne un état des lieux de notre Ligue 1 cette année. L'année dernière, c'était très plaisant, notre championnat. Mais là, c'est compliqué, quoi. L'OM qui, au moment du Classico, était devant nous, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, à 6 points du premier relégable. Non, je crois que c'est même moins que 6 points. Ils sont à 6 points de Lyon
Et du premier relégable, ça doit être encore moins. Mais voilà, c'est assez triste en fait. C'est assez triste, hein. Les autres équipes qui n'arrivent pas à carburer. J'ai hâte de voir aussi le match contre Monaco, sorti de trêve internationale. J'espère que on n'aura pas de blessés et que Luis Enrique mettra le 11 titulaire, que les joueurs seront au diapason. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, mentalement, ils seront usés de la trêve internationale et aussi focus sur le match contre Newcastle qui va être plus que capital en fait. Le dernier match à domicile qu'il va falloir absolument gagner, vu comment on n'est pas à l'aise à l'extérieur. Voilà, en prévision du mur jaune qui nous attend le 13 décembre à Dortmund. Barcola rentre à la place de Dembélé. Il délivre une bonne passe décisive. C'est à noter parce qu'il rentre côté droit alors que d'habitude il joue côté gauche. Il avait plus de repères de l'autre côté. Luis Enrique préfère le mettre sur ce côté-là. Déjà contre Brest, hein, Barcola, Lee Kang-in, donc démarre Barcola côté gauche, Lee Kang-in côté droit, et à la demi-heure ils interfèrent et au final les deux se perdent un petit peu. Donc voilà, voir Barcola réussir une passe des côtés droits, c'est plutôt bon. Ça montre aussi que ses performances un petit peu moyennes sur le début du mois d'octobre ont fait réfléchir Luis Enrique, qui adore Barcola, qui est derrière sa venue bien évidemment, tout comme le fait que Jorge Mendes soit devenu son agent. Mais le fait qu'il le mette côté droit, ça montre aussi peut-être que, et aussi que Barcola joue de moins en moins, que son entraîneur lui fait un petit peu moins confiance, le balade un petit peu plus, parce qu'à son poste préférentiel, il n'a pas montré toute l'étendue de son talent. Mais voilà, le voir garder la lucidité, parce qu'il est au début de l'action et à la fin, donc ça fait plaisir, c'est quand même très bon pour Barcola qui d'habitude peine à finir les actions. Voilà. Lee Kang-in. Alors, Lee Kang-in, sa première mi-temps montre que c'est pas la solution à tout. C'est-à-dire que tu as un pressing rémois qui est très intense. Lee Kang-in n'est pas la solution. Lee Kang-in, on le voit un petit peu moins. Il a quelques ballons, il tire, c'est vrai. Il faut qu'il travaille là-dessus aussi. Mais dans le jeu, on ne le voit pas beaucoup. On voit beaucoup plus un Dembélé, un Fabian Ruiz et même un Mbappé, bien évidemment. En seconde mi-temps, il est positionné faux numéro 9. Et là, tu le vois beaucoup plus. Il montre à Gonzalo Ramos qu'est-ce qu'un contrôle de haut but. Il réussit à se retourner, à distribuer. Sans ballon, il est assez intéressant. Et il résiste bien au duel. Ça, c'est ce que je retiens en fait de bon sur son match samedi. C'est qu'au duel, il s'est adapté. C'était quelque chose qui n'allait pas de soi. Pourquoi ? D'abord parce que y a des gens, alors la comparaison vaut ce qu'elle vaut, qui le comparent à Lionel Messi, pas en matière de niveau bien évidemment, ni d'apport statistique, mais sur l'esthétique en fait, la manière de bouger, en fait, le fait qu'il soit petit, qu'il ait vraiment la tête focus sur le ballon, qu'il ait une fréquence d'appui très importante quand il court, ça le rapproche de Messi esthétiquement. Physiquement, il est aussi proche de Messi, parce que c'est un gabarit similaire. Messi, Ligue 1, première saison, 6 buts au total. Tombe à chaque fois qu'un joueur met un petit peu de piment dans le duel. Là, Lee Kang-in, au mois d'août, il tombait beaucoup. Je trouve qu'il résistait pas assez bien au duel, et on le disait dans les débriefs. Mais là, il a bien progressé là-dessus, il a su s'acclimater. C'est quelque chose qui est à mettre à son crédit. Évidemment, l'exemple parfait, c'est le deuxième but d'Mbappé, parce que sur le relais avec Skriniar, il résiste au duel et il réussit à enclencher l'action. Donc ça fait plaisir. C'est un mouvement capital sur le but. Et le fait qu'il s'acclimate comme ça fait plaisir parce que c'est une différence avec Messi, toute proportion gardée. C'est une différence avec un Carlos Soler par exemple, hein, parce que Carlos, on l'aime bien, il fait encore une bonne deuxième mi-temps contre Reims samedi. Mais encore une fois cette saison, des fois, par moment, il tombe comme ça, comme une feuille en fait. Et ça témoigne d'un manque d'acclimatation à la Ligue 1 qui est absolument criant. Alors après, Carlos Soler, il y a aussi la question du temps de jeu, bien évidemment, hein. Il n'enchaîne pas les matchs. Je pense qu'il n'a jamais enchaîné les matchs comme titulaire, comme Lee le fait ces derniers temps, tout simplement. Voilà. Même si Lee n'est pas titulaire à San Siro. Bon bref. Gonzalo Ramos. On va terminer sur lui et Vitinha, hein, parce que ça a été encore très très compliqué. Ça a été très compliqué. Et avant de venir au jeu, j'aimerais en fait faire le constat pour moi le plus important, le premier constat à faire. On l'a pas vu en position de frappe en fait. Encore une fois,
on a un numéro 9. Alors il a une volée en fin de première mi-temps sur une espèce de louche, volée qu'il loupe complètement, mais au-delà de ça, en fait on ne le voit pas dans la surface. On ne le voit pas se créer des occasions franches. Et pourtant, on a encore une fois un volume d'occasions très important avec Mbappé quasiment tout le temps à la frappe. Et ça, en fait, il ne faut pas le négliger. Un numéro 9 qui n'est pas en position de frappe, parce qu'en fait, Gonzalo Ramos, dans le jeu, il court beaucoup plus qu'Icardi, mais avec ballon, il nous fait du Icardi, à savoir pas savoir contrôler, pas savoir faire une passe. Et le problème, c'est qu'à la différence d'Icardi, il n'a pas du tout ses qualités de finisseur, quoi. Enfin, c'est même pas une... Non, je me suis trompé, c'est pas une qualité de finisseur. C'est cette capacité à se retrouver au bon endroit, au bon moment. Une capacité de placement. Hein, pardonnez-moi Icardi, on peut me dire aujourd'hui Gonzalo est délaissé par Dembélé Mbappé, mais Icardi à l'époque, qu'est-ce que c'était avec Neymar, Mbappé et Di Maria en fait? C'était pareil, voire pire, tout simplement. Même si Icardi avait pour lui une bonne relation avec Mbappé. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Mbappé fait des matchs moyens dans le contenu, et il y a quelque chose, un facteur très important là-dedans, c'est sa connexion avec ses partenaires. À savoir la question de celui qui va l'accompagner sur ce côté gauche, et le numéro 9. À l'époque, Mbappé faisait des centres que Icardi reprenait, ça faisait des passes décisives. Aujourd'hui, Mbappé a délivré qu'une seule passe décisive. Alors c'est de son ressort, et on y reviendra dans une prochaine vidéo, la saison que nous sort Mbappé est un petit peu compliquée, mais de l'autre côté, il n'a pas les solutions en fait. Les actions qu'il gâche en première mi-temps, c'est lui, mais c'est aussi les partenaires qui ne sont pas en bonne position, qui ne font pas les bons appels, et ça, c'est dramatique. C'est dramatique pour Gonzalo Ramos, tu vois. Alors ensuite, évidemment, il y a le fait que quand on a le ballon à la construction, il se démène. Alors ça, il court, c'est super, mais il faut pas tomber dans ce piège-là, en fait. Ça, c'est typique, le piège que tous les supporters tombent. Si on veut faire un lien, c'est comme les Marseillais avec Vitinha, parce qu'il court, il faut le titulariser à la place d'Aubameyang. Il y a beaucoup de supporters marseillais qui sont pour ça. Parce que Vitinha a cette espèce de combativité, cette grinta qui est appréciée des supporters. Pas tous, évidemment. Mais voilà, il court, c'est très bien. Le problème, c'est qu'avec ballon, déjà, samedi, il touche combien de ballons? Ça se compte sur les doigts d'une main, le nombre de ballons touchés. Il joue en première intention. Alors ça, c'est une différence avec les autres matchs. Il essaye de ne pas contrôler, de jouer tout de suite pour épurer son jeu, pour mettre un petit peu de rapidité dans les circuits de balles parisiens. C'est une bonne intention que je valide. Le problème, c'est que l'exécution n'est toujours pas là, en fait. Quand il contrôle, il met 15 ans, il s'embourbe et il s'en mêle les pinceaux. Quand il essaye de tenir le ballon, faire des conduites de balle sur plusieurs mètres, pareil, il va se vautrer dans l'adversaire. Maintenant, quand il essaye de jouer en première intention, c'est des passes qui sont mal dosées, qui finissent dans les pieds de l'adversaire. Ça commence à faire beaucoup. Alors, il a encore pour lui le fait qu'il obtient 2 ou 3 fautes avec ballon, sa grosse activité défensive, comme je l'ai dit, mais c'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué pour Gonzalo Ramos. Alors là, il est en sélection. Et là-dessus, on touche du bois. Parce qu'en sélection, il joue, déjà, et il stats. Il a vraiment de très bonnes statistiques en sélection. Les Portugais en sont très contents. Donc, il va prendre sa confiance pendant les 15 jours, et il va revenir. Le problème, c'est quand il va revenir, les gars, enfin, ça va être vite vu. Hein. Je pense que la question du faux numéro 9 va se poser dans cette équipe, même si on va la nuancer dans une prochaine vidéo. Donc voilà, concernant Gonzalo Ramos, c'est... Enfin là, Gonzalo Ramos, Kolo Muani, ça va 2 minutes quoi. Je dois vous le dire, vous l'avez peut-être senti, je préfère Kolo Muani, qui pour moi est plus... dans le dernier tiers, je le trouve meilleur quand même. Enfin, dans les connexions, il est meilleur. Dans les connexions avec ses partenaires, il est meilleur que Gonzalo. Là, le match contre Reims ce week-end a entériné cet état de fait. Kolo Muani se connecte un peu mieux que Gonzalo, même si ça reste nul, c'est mieux que Gonzalo. Et Kolo a pour lui le fait que... Bah déjà, s'il est remplaçant, il pourra rentrer au poste d'ailier droit, sur un côté. Et quand il est titulaire, quand ça va pas dans l'axe, il déserte et il va sur le côté faire des différences. Comme contre Milan, première mi-temps, hop, il est titulaire 9. Demi-heure de jeu, je crois, il se décale sur le côté, il fait un débordement ravageur qui finit en centre en retrait, qui aurait pu faire but. Voilà, tout simplement. Au match aller contre Milan, c'était pareil. Quand il dézone, c'est là où il est le plus dangereux. Donc, Kolo Muani a ça pour lui. Mais alors, Gonzalo, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais
il y a aussi d'autres faits, hein. Notre milieu de terrain, il va falloir que ça progresse en matière de qualité de passe. Et ça, on y reviendra dans d'autres vidéos, encore une fois. Et donc, Vitinha qui rentre. Hein. Alors, Vitinha qui rentre à la mi-temps. Ça, c'est un bon choix de Luis Enrique parce que, encore une fois, il fait un coaching tôt. Luis Enrique, voilà, contre Newcastle, il a été beaucoup critiqué pour avoir continué, être resté borné sur son idée de départ, à savoir le 4-2-4 avec 4 attaquants, et en après-match, maintenir que le match était bon, l'approche était bonne. Là, ces derniers temps, il n'hésite pas à faire du coaching très tôt, avant l'heure de jeu contre Milan. Et ça aurait pu être encore plus tôt parce que sur le coaching qu'il fait avec Fabian Ruiz, Lee Kangin et tout ça, il y a une grosse phase de jeu qui fait qu'il ne peut pas les remplacer. Pendant 1 ou 2 minutes, ça joue et donc tu ne peux pas faire rentrer les remplaçants qui attendent longtemps du coup sur le bord de la touche. Et là, ce week-end, le changement à la mi-temps. Alors, Vitinha, évidemment, était plus utile que Gonzalo Ramos, mais ça va de soi. Je ne vois pas en quoi c'est un bon point. Donc à la construction, il a été plus présent, les connexions avec Mbappé un petit peu plus. Et Vitinha réussit à tirer, en fait. La grosse différence avec Ramos, c'est que dans le dernier tiers, on voit beaucoup plus Vitinha que Gonzalo. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète vraiment, tu vois. Même si, attention, hein, l'entrée de Vitinha voilà, est à nuancer. Hein, il n'a pas non plus changé la face de l'équipe complètement. Mais il a été en position de frappe. Il a réussi à prendre quelques frappes en seconde mi-temps. Et ça, c'est très, très inquiétant par rapport à Gonzalo Ramos, en fait. Qui, lui, a eu son espèce de volée, mais c'est tout. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve demain ou après-demain pour parler donc de Mbappé et de la suite de cette équipe. Ciao les amis, prenez soin.